14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Vous le savez, j'attache une grande importance au corps. Eh bien, mon invité Seymour Bruxelles va plus loin encore, puisqu'il nous dit que notre corps envoie non pas des messages, parce que ça, on sait qu'il y a le langage corporel. Non, notre corps est une vibration. Enfin, en tout cas, il envoie des vibrations, des ondes vibratoires. Et je crois que c'est vrai d'ailleurs, mais il va nous expliquer tout ça dans un instant. D'ailleurs, lorsqu'on vit comme moi, proche de la nature et des animaux, on les ressent, ces vibrations, et se coller à un arbre, ça permet de se ressourcer dans son énergie. Seymour Bruxelles donc va nous expliquer ce qui se passe et pourquoi c'est si important d'être conscient de tout ça. D'abord pour veiller à ce qu'elles circulent bien, nos vibrations, et puis peut-être pour éviter les vampires énergétiques qui sont un petit peu autour de nous, parce que il y a quand même de temps en temps, notamment lorsqu'on est dans un transport en commun, on est obligé un peu de subir, mais il y a peut-être des solutions pour se protéger. Et surtout, on va vous expliquer ce qu'il se passe quand on se rencontre sexuellement, parce que là, on est quand même de corps à corps, si je puis dire, et voire plus. Et évidemment, il y a des échanges, nos fluides, nos vibrations, voilà. En tout cas, si vous avez envie de poser des questions, de réagir, vous nous appelez au 0826 300 300 et vous pouvez également envoyer un SMS Brigitte 7 20 18. Merci Seymour Bruxelles d'être avec nous. Vous travaillez depuis très longtemps sur le corps, vous êtes bioénergéticien, Vous êtes également ostéopathe. Vous avez écrit aussi l'énergie, une force de guérison, et puis vous aviez écrit aussi la peur, origine de toutes nos maladies. Ce sont des livres dans lesquels vous expliquez à quel point justement nos corps sont des vibrations. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas visibles réellement sur le plan concret, si je puis dire. Mais oui, justement, le problème, c'est que n'apprend pas à sentir son corps énergétique. Avant tout, nous sommes une boule d'énergie, un champ vibratoire, qui nous a créé, d'ailleurs, qui a créé la matière. C'est le champ qui crée le corps physique. Et si nous étions connectés et conscients de ce champ, nous ne tomberions pas malades, certainement, car en amont, avant que le corps physique se dégrade, c'est qu'il y a une perturbation au niveau du champ énergétique du corps. Alors là, c'est assez compliqué pour beaucoup de gens à comprendre. Je crois que c'est la physique quantique qui explique bien ces choses-là. Explique bien ce phénomène. Cette réalité peut être photographié. L'effet Kirlian dans les années 50 et aujourd'hui, le professeur Korotkov, un Russe qui a repris les travaux de Kirlian avec des appareils beaucoup plus sophistiqués et qui mesure et qui photographie le champ du corps énergétique. Donc visuellement, on peut voir où se trouvent les fuites énergétiques, par exemple, d'un organe en déficience. On a des repères visuels sur le corps énergétique. Vous voulez dire qu'on pourrait presque faire une IRM, si je puis dire, énergétique, et on verrait, par exemple, que si on a le foie malade, on aurait... on voit, ce serait tout noir à cet endroit-là, quoi. Voilà, exactement. C'est ce que les cellules n'émettent plus de lumière. Il faut savoir que nos cellules émettent des photons, elles émettent des lumières quand elles sont en bonne santé. Et une cellule qui s'éteint ou qui se dégrade, elle émet moins de lumière. Vous avez comme une étoile. Les étoiles dans l'univers, vous savez, il y a un grand paramètre entre le macrocosme et le microcosme, ça fonctionne à peu près de la même façon. Et on sait que quand une étoile s'éteint, elle n'émet plus de lumière. Mais une cellule, c'est la même chose. Et avec ce système de photographie, on peut faire un diagnostic sur l'évaluation de la vibration du corps énergétique qui existe et qui est visuellement là possible d'être évalué. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, évidemment, c'est que plus la manière dont on va vivre, dont on va être entouré, dont on va permettre à ce corps énergétique d'aller bien, ou au contraire de dépérir, en quelque sorte. Tout à fait. La biologie quantique nous démontre que c'est l'environnement qui définit le fonctionnement de la cellule. Donc, le fonctionnement de la cellule et sa qualité de fonctionnement dépendent de son environnement. L'environnement au sens large, donc
la pièce qui nous entoure, justement des champs, il y en a beaucoup ici, dans un studio de radio, l'environnement au sens large, et puis l'environnement, c'est aussi à l'intérieur de nous-mêmes, nos pensées, notre nourriture, etc., etc. Oui, par exemple, tout ce qui est négatif, toutes nos rancœurs, toute notre haine qu'on ressasse, tout ça, ça va forcément faire des dégâts à l'intérieur de nous. Ça appauvrit la cellule. Voltaire avait tout compris. J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Il avait tout compris, parce que nos pensées sont des vibrations, c'est de l'énergie, et nos pensées déclenchent immédiatement une réaction chimique du corps. Une pensée de peur, puisque la peur origine de nos maladies. Voilà, j'avais expliqué qu'une pensée de peur va entraîner immédiatement une fabrication d'adrénaline, des surrénales, et qui est nécessaire face à un danger, mais qui est dégradante au niveau du corps, au niveau de la cellule. Donc quelqu'un qui a peur tous les jours de se faire virer de son boulot, il va tomber malade. Ça, c'est sûr que ces cellules auront du mal à supporter ce genre de réaction. Alors ça peut se comprendre, ces peurs. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi, par exemple, je remarque que la promenade dans la nature me fait du bien. Et je pense que sur le plan énergétique, ça se traduit. Tout à fait, puisque là, on parlait donc de l'environnement. Si l'environnement est favorable, la cellule, elle en profite, elle en bénéficie immédiatement. La nature, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est notre père, c'est une thérapie, d'aller se promener dans la nature, de prendre, vous le disiez tout à l'heure, un arbre dans ses bras, c'est une thérapie. Se rebrancher la nature, le cheval que vous connaissez très bien, c'est un vecteur, c'est une façon de s'ancrer, de s'enraciner, de retrouver son centre, de retrouver son équilibre. Ça, c'est un bon environnement qui permet à nos cellules de bien fonctionner. Maintenant, si sur mon cheval, je suis perturbé par des pensées parasites et négatives, ça va déjà amoindrir les effets de... Et puis il va pas bien réagir non plus. Et en plus le cheval va tout à fait le sentir. Alors, vous savez ça. Bon, et justement, puisqu'on parle d'un corps à corps cavalier-cheval, on va parler du corps à corps homme, femme, humain. Faisons attention à ce qu'on dit, évidemment. Donc là c'est pareil. On peut imaginer qu'une relation amoureuse qui fonctionne bien va nous donner de l'énergie. Exactement. Et une relation amoureuse qui fonctionne mal va nous rendre malades. Détruire. Moi, je prends toujours l'exemple des vagues qui se rencontrent, les ondes à la surface de l'eau. Donc, lorsque deux vagues qui ont la même longueur d'onde, la longueur d'onde, c'est la distance entre les deux bosses ou les deux creux. Lorsque deux vagues qui ont la même longueur d'onde se rencontrent, elles se dynamisent. Elles prennent de l'énergie. Lorsque deux vagues qui n'ont pas la même longueur d'onde se rencontrent, elles se contrarient et elles baissent d'énergie. Donc, c'est la même chose, c'est ce qu'on est. C'est une visualisation de ce qui se passe entre deux individus ou un groupe d'individus. Donc voilà, et ça peut être dangereux. Donc il faut avoir conscience de ce qui se passe dans le corps. On le sait, on en parlait hier. D'ailleurs, justement, on a eu beaucoup de témoignages sur des personnes qui vivaient avec des gens colériques. Donc il y a des maux du ventre, il y a des peurs. Tout ça, c'est pas bon pour notre santé, c'est pas bon pour notre corps, notre vie. Tout je vous dis, la vie de la cellule, elle dépend de ces vibrations. Donc, si les vibrations sont positives, ça nourrit la cellule, ça la dynamise, elle fonctionne correctement. Si la cellule est agressée, elle se referme. Et son fonctionnement est altéré, voire annulé. Donc, alors, l'environnement humain est important de sentir. Vous savez, il y a des gens qui nous épuisent. Alors, quand ils s'en vont, on est content. Puis il y en a d'autres, au contraire, ils nous dynamisent, ils nous donnent la pêche. Ah oui, je suis content de t'avoir vu. Voilà, toutes les relations, elles sont faites sur ce transfert d'énergie et ces relations vibratoires. C'est ce que j'appelle les vampires énergétiques. Voilà. Il y en a. Oui, bien sûr. À nous d'être suffisamment à l'écoute de notre corps pour repérer si ça nous fait du bien ou si ça nous fait du mal. Exactement. On est les meilleurs juges, en quelque sorte. Si on l'écoute du corps, c'est la principale chose à faire, puisque c'est un baromètre. Il nous dit, on sent bien, je vais bien, je m'ouvre, le corps se détend, je se dynamise. Ça, on sent bien. Et puis, si mon corps se ferme, c'est qu'il est agressé, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas bien. Il y a des environnements, la foule, des lieux. Alors, qui font que... J'imagine, vous, en tant qu'ostéopathe, pratiquement, quand vous avez quelqu'un qui rentre, vous voyez... Oui. Si ça circule bien. On peut même le sentir dans la salle d'attente. On sent à qui on va avoir affaire, comment ça va se passer. Bon, s'il vient nous voir, par définition, c'est que ça circule pas bien. À nous, thérapeutes, d'être bien centrés aussi, de faire attention et de rester dans son niveau vibratoire. Et la personne donc, qui est
malade, par définition, a un champ vibratoire qui est défaillant. Donc la bioénergie, c'est ça, c'est par l'énergie de rétablir le circuit énergétique et de le rééquilibrer, et ce qui va permettre aux cellules d'en profiter et aux organes de fonctionner à nouveau correctement. Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de faire avec les mots, mais comme on va entendre les voix, on va peut-être aussi entendre plus qu'on ne l'imagine. Seymour Broussel est avec nous. Vous avez envie de lui poser des questions ou de réagir, vous nous appelez au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui avec Seymour Broussel, ostéopathe, et votre livre peut-être qui fait un peu le fil rouge d'aujourd'hui, L'énergie, une force de guérison. C'était aux éditions Les Courriers du Livre. Bonjour Isabelle. Bonjour Brigitte, bonjour Seymour. Bonjour Isabelle. Alors vous êtes célibataire aujourd'hui, hein, mais vous avez envie de parler de ce couple que vous formiez, hein, avec lequel il y avait beaucoup d'énergie. Oui, c'est ça. Ma vie maritale a duré 20 ans. Avec le père de mes enfants, c'était mon ami d'enfance. Nous avons grandi ensemble. Et du coup, on se complétait vraiment. Et l'énergie dans le couple était absolument sécurisante, rassurante, énergisante. C'était tout à fait agréable d'avoir cette vie-là et de se sentir bien au quotidien. Quand j'ai divorcé, la donne a changé. Je me suis confrontée à des gens, à des hommes relativement vampires, on va dire, énergivores. Et notamment, j'ai eu une relation il y a quelques années avec un homme qui a duré quelques mois. Et j'ai compris qu'à la fin de cette relation, que j'étais en train de me détruire, en fait, parce qu'à chaque fois que j'étais avec lui, il m'arrivait quelque chose de grave. Je tombais dans la rue sans raison. Je me suis bloqué le dos un nombre incalculable de fois. Une fois sur l'autoroute, on roulait et puis mon écharpe s'est enroulée avec la ceinture autour de mon cou. J'ai voulu l'enlever et j'étais vraiment dans le noir et on a failli avoir un accident. En fait, et un jour, sur un blocage pendant qu'on faisait du sport tous les deux, un blocage de dos assez violent. Là, j'ai compris que c'était la relation en fait qui n'allait pas, et là, ça s'est arrêté net en fait. Et j'ai compris que en fait, c'est mon corps qui me disait mais attends, je me sentais pas bien chez lui, j'avais des angoisses quand il n'était pas là chez lui. Enfin, j'avais l'impression qu'il y avait des fantômes dans cette maison. Enfin, j'étais vraiment extrêmement mal en fait. Et cette relation a été le début pour moi d'une compréhension de mon environnement en fait. Et à partir de ce moment-là, je me suis fait accompagner par un thérapeute émotionnel. Et je suis allée vers des gens qui me faisaient du bien plutôt que le contraire, en fait. Et qu'est-ce qui fait qu'au début, vous avez été avec cet homme ? Une attirance, en fait. Une attirance magnétique. Et j'ai eu d'autres relations comme ça. Et en fait, à chaque fois que ces relations magnétiques... que j'entrais dans ce type de relation, c'était mauvais en fait. C'était un lien, c'était comme si on m'aspirait une partie de moi. Oui, alors ce qui est intéressant, Isabelle, c'est de comprendre pourquoi vous avez une attirance magnétique, donc c'est quelque chose de totalement irrationnel, oui. C'est inconscient bien sûr, vers des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, enfin en tout cas qui ne sont pas compatibles, si je puis dire, sur le plan énergétique. En fait, peut-être que c'est cet exemple-là de relation que j'ai inscrit en moi et que j'ai une partie de moi qui est habituée à ce type de relation, peut-être dû à mon enfance, avec ma relation avec un de mes parents, et probablement que c'est cette habitude-là que j'ai dû déconstruire en fait depuis 6 ou 7 ans là. Et ça marche aujourd'hui puisque je le sais en fait. Je sais, là j'ai rencontré quelqu'un, tout collé, je me sentais très bien. Il n'y avait pas ce magnétisme, mais il y avait quand même quelque chose d'assez agréable. Cependant, je captais son énergie très dispersée, très embrouillée, qui parfois me faisait du bien, mais à d'autres moments, c'était trop pour moi, en fait. Et ça me fatiguait. J'étais vraiment fatiguée. Et du coup, je suis pas rentrée dans cette relation-là. J'ai arrêté assez vite et voilà. Et puis la vie,
mais aussi sur notre route des situations qui font que on doit se rencontrer, puis finalement il y a un imprévu, on doit aller au cinéma et puis au final ça se passe pas en fait, et là j'écoute en fait ce qui se passe autour de moi et je force rien en fait. Vous avez raison, vous avez bien compris comment vous fonctionnez. Maintenant, ces programmes anciens qui nous encombrent tous, comment les éliminer? Là, vous avez un travail avec un thérapeute, je crois, vous m'avez dit. Oui, j'ai eu une thérapeute pendant 3 ans en thérapie émotionnelle qui m'a appris à comprendre quand je me sentais angoissée avec quelqu'un, où ça se situait en moi, à quoi c'était rattaché. En fait, c'était juste un certain nombre de questions que quand on ressent cette émotion, pose-toi les bonnes questions. Voilà, où ça se manifeste dans ton corps, comment ça se manifeste, et de suite là sans réfléchir à quoi ça t'amène. Et du coup, je me pose ces questions maintenant quand je me sens pas bien, et quand même avec des gens qui sont des amis, qui pourraient être des relations des amis, quoi, en fait. Oui, des rencontres, voilà. tout à fait. Mais de toute façon, bon, vous êtes à l'écoute de votre corps, et ça c'est formidable, et visiblement vous avez. Mais après c'est à vous d'y mettre le sens, hein, c'est pas à nous, hein. Chacun va mettre le sens de ces rencontres. Mais il y a quand même une piste peut-être que je pourrais vous proposer, c'est que vous avez eu pendant 20 ans quelque chose de formidable. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à comprendre aussi, comme si vous refusiez toute autre rencontre parce que ça ne peut pas être à la hauteur de ce que vous avez vécu. Enfin, vous voyez, je me pose quand même la question. Mais je vois très bien, mais je suis en recherche de ça. Et là, aujourd'hui, j'ai été 2 ans avec quelqu'un avec qui je me sentais bien, et j'arrêtais pas de me dire, en fait, tu retrouves ce que tu avais dans ta vie d'avant. C'est ça que tu veux, c'est ce que tu retrouves. Et je me suis acharnée dans cette relation mais alors qu'elle n'était pas bonne pour moi, c'était une personne qui n'était pas du tout respectueuse. Et en fait, voilà, c'était parce que je crois que c'est vraiment essentiel. Alors, il y a un deuil à faire difficile, parce que surtout qu'en plus vous avez dit que c'était un ami d'enfance, donc il y a un deuil difficile à faire. Mais si vous le faites pas, forcément, soit vous allez vous faire du mal, comme cette fameuse histoire avec laquelle vous aviez carrément plein le dos, hein, si je puis dire. Oui, c'est ça. Et donc je crois que c'est vraiment là, moi, c'est sur ce travail-là quand même que je vous inviterais à aller, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de place, quoi. Ok, ça marche. Je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est mon Bruxelles. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais j'insisterai quand même sur le fait de déprogrammer ce que vous avez vécu avec vos parents. Maintenant, vous avez fait remonter à la conscience votre fonctionnement, c'est clair, mais ce programme-là qui vous encombre et qui se déclenche à votre insu dans certaines situations, et il y a des techniques qui existent pour déprogrammer du subconscient ce mauvais programme. Donc, oui. C'est ça aussi qui est important de nettoyer. Il faut le nettoyer. C'est ce trauma que vous avez gardé en vous depuis l'enfance avec une relation avec un de vos parents. Il fait partie aussi de sans doute le schéma présent. Et c'est d'autant plus intéressant que votre conjoint avec lequel vous avez vécu 20 ans, c'est un ami d'enfance qui a certainement été un tuteur de résilience par rapport à ce que vous viviez enfant. Complètement, il m'a protégée il me protégeait de tout ce qui se passait en fait autour de moi. Quand je me suis retrouvée seule, j'ai pas pu imaginer que des gens puissent être mauvais, que des gens puissent être manipulateurs. J'ai été la proie de suite d'un pervers narcissique, que j'ai vécu une relation terrible. Mais effectivement, oui, j'étais vraiment dans une inconscience en fait émotionnelle de tout mon environnement, parce que j'avais cet homme qui me oui, comme s'il avait mis une bulle de protection autour de vous. Mais je peux me permettre une question. Pourquoi vous êtes quitté? Parce que s'il fallait le faire, il a subi un burn-out terrible, et puis dépression. Enfin voilà, c'était compliqué, et il fallait qu'il se sauve. Voilà, c'était voilà. Bon. Écoutez, Isabelle, vous écoutez bien votre corps, donc écoutez-le doublement. Et puis ensuite, il faut aussi que l'esprit avance, et puis ça va, un pas vers là, un pas vers l'autre, et puis on finit par avancer.
Mais complètement, et je suis confiante. Et puis maintenant, je prends le temps. Et puis, je me jette plus dans les draps de n'importe qui, ni dans les bras de n'importe qui. Je prends le temps de connaître les personnes, d'échanger, de passer du temps aussi pour ressentir l'énergie qu'il y a, enfin, l'échange d'énergie aussi. Et ça, c'est important pour moi. Et du coup, c'est plus agréable, en fait. Mais je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, Isabelle, parce qu'en effet, une relation sexuelle, c'est jamais anodin. Je dis pas qu'il faut pas y aller. Je n'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit, mais c'est jamais anodin. On donne, on prend, on reçoit, on nous prend. Enfin, c'est pas de la gymnastique. Ce n'est pas de la gymnastique, absolument. Donc, il faut aussi être conscient de ça. Et parfois, on s'est un peu perdu. Et donc, c'est important de se protéger aussi de ça. Merci beaucoup, Isabelle. On se retrouve pour le Love Conseil. On va parler justement de la mémoire traumatique. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, Seymour Bruxelles, vous connaissez évidemment ce dont on parle quand on parle de mémoire traumatique. On en parle aussi dans cette émission. Et en fait, ce sont des sensations, des perceptions qui sont liées à un événement qui est ancien. Et le problème, c'est que parfois cet événement est totalement refoulé, donc il n'a pas été ni digéré, ni compris, ni même... enfin, il est oublié. Il n'est pas conscient, il n'est pas dans la conscience, il est dans l'inconscient. Et évidemment, ça génère des handicaps puisque la personne est coupée d'une petite partie d'elle-même, voire parfois d'une grande partie d'elle-même. Et ça va se traduire par des réactions qui sont parfois incompréhensibles, par exemple à un bruit qui, par exemple, informe d'un danger immédiat, alors qu'en fait, c'est absolument pas dangereux, mais ça réveille cette fameuse mémoire traumatique. Alors, l'exemple que vous venez de donner, il est totalement inscrit dans notre cerveau reptilien et on le voit chez les bébés. Quand une porte claque, on voit ce qu'on appelle le réflexe de Morton, on voit le gamin qui ouvre les bras et les jambes. Il fait une espèce de battement comme ça. Et ça, ce réflexe dit primitif ou ancien, on peut le garder toute la vie. Alors, toutes ces peurs ou ces pensées dévalorisantes, elles peuvent survenir n'importe quand. Ces émotions qui vont être débordantes et qui n'ont pas de raison concrète de subvenir peuvent également être un signe de trauma. Je pense notamment hier avec ces différents témoignages qu'on a eus d'hommes colériques et qui tout d'un coup rentre en colère, on ne sait pas pourquoi. Il y a certainement une source originelle. C'est une peur. La peur engendre la colère. Donc on revient sur la peur. C'est une peur qui est ancrée et qui peut être une peur transgénérationnelle. Ça peut aller loin. C'est pas forcément dans cette vie. C'est peut-être les parents, les grands-parents qui ont subi un trauma énorme et qui est resté inscrit dans la génétique, qui se transmet génétiquement de génération en génération. Donc vous voyez que c'est loin dans l'inconscient et pour le faire remonter à la conscience, ce n'est pas évident. Et moi, je propose l'hypnothérapie ou des techniques comme l'éthiothérapie. Ou le MDR. Ou le MDR, voilà. Maintenant, des techniques que nous avons à notre disposition qui n'existaient pas il n'y a pas si longtemps. Je veux dire que nous vivons quand même une époque très riche à ce niveau-là et qui travaille sur l'émotion, mais dans le corps. On va chercher dans le corps la vibration qui s'est imprimée et qui ne se dégage pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez des réactions totalement extrêmes par rapport à quelque chose qui n'a pas de raison d'être, ça vaut le coup peut-être de se pencher sur cette question de la mémoire traumatique. Mais oui, tout à fait. Nous sommes avec Nathalie maintenant. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour. Bonjour Brigitte. Bonjour Seymour. Bonjour Nathalie. Je vous remercie de prendre mon appel. Je vous en prie, on est ravis de vous entendre, Nathalie. Oui, merci. Et donc, justement, vous ressentez des choses physiquement? Alors, moi, je ressens des choses. Je suis très... Je pense que c'est dû aussi au fait que je sois hypersensible et très émotive. Mais je ressens beaucoup les choses. Et les gens qui dégagent quelque chose de négatif, je le perçois, mais tout de suite. Et généralement, je me trompe pas. Souvent, je peux très bien avoir ça s'est déjà vu dans le cadre de mon travail où je recevais une personne qui venait présenter son curriculum vitae et tout de suite je me disais non, la personne ça va pas le faire.
Mais c'est pareil aussi dans le cadre de relations d'amis, comme ça peut aussi se faire dans le cadre d'une relation amoureuse. Quelqu'un qui va se diriger vers moi et je sens que ça peut blesser parce qu'automatiquement je vais repousser la personne. Alors, c'est intéressant parce que vous parlez donc de quelqu'un qui dégage quelque chose de négatif. Est-ce que, justement, Seymour Bruxelles, on va dégager quelque chose de négatif pour tout le monde, ou est-ce que ça va dépendre finalement de chacun par rapport à une personne? Non, je pense que c'est pour tout le monde. Après, la différence possible qui s'installe, c'est une question de niveau vibratoire. Donc, voilà, c'est-à-dire que nous ne sommes pas tous égaux, ça on le sait, et nous ne sommes pas tous sur la même fréquence. Donc, comme l'histoire des vagues que je racontais tout à l'heure, lorsque ces fréquences ne sont pas sur la même hauteur, eh bien, elles se contrarient. Alors, le négatif, il peut aussi trouver du négatif chez quelqu'un d'autre et trouver un accord au niveau de sa fréquence. Et d'ailleurs, on voit bien que qui se ressemble s'assemble, et ces gens-là, en général, se regroupent avec d'autres personnes qui ont les mêmes vibrations. Oui, c'est-à-dire qu'on peut pas... Il n'y a pas des gens négatifs et des gens positifs. Il y a des gens négatifs pour nous et des gens positifs pour nous, quoi. Il faut faire attention... Pour le corps, c'est simple. Là, on n'est pas dans le jugement, ça m'intéresse. On n'est pas dans un jugement moral, moi, ça m'intéresse pas. On est dans un jugement vibratoire, de qualité vibratoire. On appelle ça la qualité vibratoire. Pour le corps, il n'y a pas d'équivoque. Je veux dire, quand c'est bon, ça lui fait du bien. Je le disais tout à l'heure, les cellules s'ouvrent, fonctionnent, elles vibrent. Quand c'est pas bon, elles se referment. C'est simple, hein. C'est oui ou non. Oui ou non. D'accord. Moi, il se trouve qu'il y a quelques années, j'ai rencontré qui était en fait, la personne que j'ai rencontrée était la copine d'un ex, en fait. Donc, avec qui j'ai continué à avoir une amitié, j'ai tout bien, tout honneur. Et puis, donc, cette personne, sachant que j'étais au chômage, m'avait proposé d'aller travailler avec elle. Oui. Elle était gérante d'une cafétéria, sauf que cette personne, en parallèle, est médium et travaille les énergies. Et curieusement, à chaque fois que j'étais près d'elle, qu'on arrivait même au travail et qu'on était qu'à deux, elle me disait: je ne sais pas ce que je ressens des ondes négatives, il y a quelqu'un autour de moi, il y a quelque chose autour de moi qui ne va pas du tout, je me sens très mal, je sens que je suis atteinte par quelque chose de négatif, je me sens mal. Elle mettait des tas de pierres, elle mettait plein de bracelets, et moi je le vivais très mal parce que je me disais en fait, pour moi c'est elle qui ne me supportait pas. Si bien que je le vivais mal, et au point que j'en perdais même ma confiance en moi. Je bégayais, je n'arrivais plus à parler, je savais plus ce que je devais faire, je me trompais. Elle me tétanisait en fait. Bien, écoutez, quand une relation est si difficile, si compliquée, moi je crois qu'il ne faut pas insister, tout simplement. Je pratique l'aïkido. En aïkido, la première défense, c'est d'éviter le combat. Donc, c'est ce qu'on nous dit. Moi, je partage cette philosophie. Et donc, vous êtes resté combien de temps avec cette personne? Eh bien, en fait, j'ai travaillé avec elle quand même 3 mois, au point que, à un moment donné, quand je suis revenue chez moi, je pleurais, j'ai été mal pendant plusieurs semaines. Vous voyez comment votre corps... C'est la réponse du corps, ça. Hein, votre corps ne supportait pas cette relation. Donc, dans ces cas-là, il ne faut pas insister. Hein, ça sert à rien. Oui. Non, parce qu'en fait, là, ce qu'on entend bien dans cette personne, enfin cette femme qui se disait médium, il faut se méfier dans cette catégorie de gens. Il y a beaucoup de gens qui... Alors, il y a des gens très bien, mais il y a beaucoup de gens qui sont très, très mal et qui sont... D'ailleurs... il y a un psychothérapeute qui travaille beaucoup sur les abus sexuels qui me disait, et je crois que c'est assez juste, beaucoup de personnes qui ont subi des vrais abus dans l'enfance
ont une sorte de déconnexion, si je puis dire, avec la réalité. Avec la réalité, ouais. Et partent un peu dans un ailleurs, ouais. et ça peut donner d'ailleurs des dons de médium, etc., etc. Mais ça peut aussi donner comment dirais-je, des attitudes très... je dirais dangereuses, parce que oui. c'est déséquilibré et c'est la plupart du temps une recherche de pouvoir. Et là, votre... Oui, c'est ça. Mais comment se fait-il que je l'ai autant mal subi? Pourquoi j'ai pas su... Parce que je pense qu'elle dégageait certainement quelque chose enfin son mal-être, qu'elle oui. essayait de canaliser avec ses pierres, ses machins, ses trucs, ses prières et je ne sais quoi d'autre, vous voyez. Sauf que c'était un tel mal-être qu'en fait, vous deviez le ressentir parce que oui, quand on est... Oui. Vous voyez. Mais donc en fait, elle n'était pas maléfique pour vous, mais elle dégageait tellement quelque chose qui ne va pas bien que forcément vous le captez. Surtout si vous êtes particulièrement un peu éponge, vous captiez bien ce mal-être. Enfin, je sais pas, encore une fois, moi j'essaye d'expliquer quelque chose que vous me racontez. Je pense que c'est ça, effectivement, parce que son copain m'avait dit qu'effectivement, elle avait eu une enfance difficile, etc. Mais comme elle travaillait en même temps les énergies, je me disais, ça doit quand même être quelqu'un de réfléchi. Oui, mais travailler les énergies, voilà, c'est bien ce que vous dites là. Voilà. Ça veut dire quoi? Travailler les énergies. On est compte où on va là, mais on rentre dans un délire. Parce que travailler les énergies, ça se travaille pas les énergies, c'est n'importe quoi. Elles circulent. Mais oui, les gens qui travaillent les énergies, entre guillemets, ce sont des gens qui recherchent le pouvoir, qui recherchent servir des énergies pour leur ego, pour leur pouvoir personnel. Mais les énergies, voilà, elles circulent. Les énergies, elles sont naturelles, elles sont là, elles sont en permanence. Et on doit les laisser faire et ne pas les contrôler. Ça, c'est une erreur totale. Et quand on commence à essayer de contrôler les énergies, on prend des risques énormes. Et ça se retourne contre la personne et contre son entourage. Il faut arrêter tout ça. C'est n'importe quoi. Et moi, elle m'en voulait parce que je n'arrive... C'est pas que j'y croyais pas, mais je n'arrive pas tous les matins. Il fallait faire des séances de méditation. Et j'ai dit, mais moi, j'arrive pas là. Vous êtes posé sur une chaise... je sais quoi, moi à la fin je disais non, j'assiste pas à ça, j'y arrive pas. Non mais qu'elle le fasse, excusez-moi, mais c'est ça. Mais c'est personnel, qu'elle le fasse, c'est son problème, mais qu'elle l'impose pas à son entourage. C'est là ça, je parle de pouvoir, moi. Oui, oui, c'est vrai que vu comme ça, maintenant, en y réfléchissant, c'est tout à fait ça. C'était une question de pouvoir. Oui, parce qu'en fait, elle voulait vous amener absolument dans sa voie qui peut-être lui permettait de tenir debout, parce qu'elle n'avait pas l'air d'aller très très bien. Maintenant, oui, c'est ça. Mais on peut pas, enfin, de toute façon, et notamment la méditation, c'est quelque chose qui est très 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 difficile, et on peut pas imposer à quelqu'un la méditation comme ça du but en blanc. Enfin, c'est pas possible. Alors après, oui, moi je pense que les pierres peuvent être intéressantes, mais encore une fois, pas n'importe comment, et pas n'importe quelle pierre. Et pas n'importe quelle pierre. Il y a peut-être des pierres qui sont pas très bonnes non plus. J'avais lu d'ailleurs un livre assez intéressant sur des bijoux maléfiques. J'avais trouvé ça très intéressant. J'avais lu ça il y a très longtemps, donc je me souviens plus du titre. Mais on peut imaginer. Les bijoux de la Castafiore, c'était ça, non? C'est vrai que je suis une fan de Tintin. Vous êtes en train de révéler tous mes secrets. Seymour Bruxelles, c'est pas bien. C'est pas bien. Non, mais voyez, vous avez... Enfin, j'espère qu'on vous a aidé un petit peu à mieux comprendre ce que vous avez traversé. Je réussis. En fait, moi, j'ai même prévenu le copain parce que je lui disais attention, parce que ça te ressemble pas du tout. Et je sentais qu'elle était en train de le manipuler. Et je disais, moi, je te connais depuis longtemps. Je sens que c'est pas fait pour toi. Et moi, je l'ai fui. En fait, je l'ai fui. J'ai refusé après d'y retourner parce que j'allais en fait faire des intérims. Et après, je l'ai fui parce que j'ai compris ce que vous venez de dire. J'ai mis du temps parce qu'en fait, elle avait fini par me retourner le cerveau. Bientôt, je me dis que c'était moi qui était pas normal. Et jusqu'à un moment où bien évidemment, j'ai recouvré mes esprits. Et là, j'ai prévenu le copain en disant attention, méfie-toi parce que j'ai l'impression qu'elle n'est pas bien. C'est pas clair. Non, il me dit mais c'est parce que tu n'y crois pas et que non, je veux pas y croire parce que c'est pas. C'est pas bienveillant.
Je sentais plus de la malveillance, effectivement. Ouais. Eh ben merci de cet échange, Nathalie. Merci beaucoup. On va faire une petite pause. On continue à vous écouter. 0826 300 300. Venez nous parler de ce qu'on essaye d'expliquer, parce que c'est pas facile. Le corps à n'est expliquer. pas que physique, il est aussi énergétique, et que les relations invisibles, elles sont permanentes, constantes et dans l'univers. Et on peut les ressentir. On fait une petite pause. On se retrouve tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, nous sommes avec Seymour Bruxelles qui nous donne son énergie. Non, pas la mienne, celle qui circule à travers moi, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Bon, j'ai oublié de le signaler d'ailleurs, parce que c'est quand même toujours intéressant. Seymour Bruxelles est un ami de très longue date, puisque je l'ai connu à l'époque, vous faisiez partie des Inconnus. Oui. Vous étiez 5 au départ. Avec Smaïn, et puis ensuite le 4. Les trois qu'on connaît. Les trois qu'on connaît bien, évidemment. Voilà. Et c'est pour ça que de temps en temps vous avez un peu d'humour, et abusez-en, parce que ça c'est une bonne énergie, l'humour. Ah ben oui, c'est la dérision, on peut pas vivre sans dérision, c'est pas possible. On aggrave tout, tout est grave, tout est dramatique. Non, il faut rigoler, même des sujets les plus dramatiques. Et d'ailleurs, ça les allège. Je crois que le rire d'ailleurs donne sur le plan nerveux, oui, sur le plan du système nerveux, c'est une décharge, comme les pleurs. Et on ne rit pas assez, il est important de rire, je sais pas, 20 fois, 30 fois, 40 fois par jour. Ça dégage donc nos tensions du système nerveux. Eh bien, c'est parfait. La rigolothérapie, moi, je suis en train d'inventer un nouveau. Je crois que j'en ai déjà entendu parler. Oui. Bonjour Michel. Bonjour Brigitte. Et Seymour qui est avec nous. Oui, bonjour Seymour. Bonjour Michel. Et on vous écoute, allez-y. Et très heureux de vous rencontrer, de parler, bavarder, échanger avec vous. Voilà. Alors, Corentin me faisait part, il m'a appelé ce matin pour me faire part que on parlait d'énergie négative et des conséquences de ces énergies négatives. Je dois avouer que pour ma part, j'ai été victime, effectivement, d'une personne qui, à une époque de ma vie, était mon épouse, et qui était très négative à mon sujet, et tout ce que je faisais était mal au bout de quelques mois de coexistence. Et quand j'ai vu cela, effectivement, j'ai été perméable un certain temps, au point où je suis dans le monde des affaires depuis 50 ans, je ne suis pas tout jeune, et j'ai été victime de cela au travers des résultats de mes affaires. Effectivement, j'allais aboutir à des résultats positifs quand, au dernier moment, un obstacle se présentait qui faisait capoter ou qui retardait les choses, etc. etc. Comme s'il y avait un auto-sabotage à cause de cette femme qui vous pompait l'air, pour prendre une expression bien connue. Exact. Alors, Brigitte, si vous voulez, au terme quand même, de plusieurs années, on s'est séparés, mais je pense qu'il y avait toujours une onde négative qui me parcourait, voyez-vous. Oui. C'est-à-dire que la séparation, le divorce, n'a pas été une finalité en soi. Et je me suis rendu compte qu'au bout du... je ne suis pas un jeune homme, j'ai 74 ans, dans le cœur, dans l'esprit, je le suis. Et dès que je me suis remis, par contre, pour aiguiller un petit peu ce dont je vous fais part, dès que je me suis redirigé vers Dieu créateur, j'ai compris que mes points positifs ont fait effet et ont fait obstacle aux négatifs progressivement que j'accorde et que j'attribue au diable. Alors, peut-être je simplifie les choses. Non, mais c'est intéressant parce qu'on abordera d'ailleurs ce sujet mardi avec un chaman qui dit toujours il faut expérimenter et il ne faut pas croire. Et là, vous avez expérimenté d'aller vers la lumière, si je puis dire. Et puis, du coup, la lumière vous a à nouveau animé. Plutôt que de rester du côté sombre de la force. L'épreuve, elle est faite pour ça. La souffrance, elle est faite pour avancer. Quand on est intelligent, on en fait un tremplin pour s'éveiller, avancer dans son chemin d'évolution. Donc c'est ce que vous avez fait.
Et puis vous avez bien senti aussi que les liens, même si physiquement sont coupés, énergétiquement ils ne le sont pas. Que la loi physique d'intrication nous démontre que des particules qui ont été en contact, elles restent en contact bien longtemps. Et c'est ce que vous avez vécu. On peut l'expliquer sur le plan physique et scientifique. Tout à fait, Seymour. Alors, il y a une chose que je veux rajouter aussi, qui m'a beaucoup aidé. Il y a une vingtaine d'années, j'ai commencé à découvrir une science occulte qui, pour moi, est très positive. C'est la numérologie. Mmh. Accompagné, j'ai été conduit un petit peu et guidé par un grand maître là-dessus, que j'ai perdu malheureusement de vue. Ce qui est bien d'ailleurs, au départ, quand on travaille, quoi que ce soit d'ailleurs, que ce soit l'astrologie, la numérologie, la kabbale ou je ne sais quoi d'autre, c'est toujours mieux d'être guidé au départ par quelqu'un qui sait bien. Quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Mais quand le maître disparaît, l'élève n'est plus un élève. mais ce qui est bien dans toutes ces c'est pas des sciences, la numérologie c'est pas une science. En revanche, elle donne beaucoup de sens. Ça permet de mettre du sens dans ce qu'on vit, et c'est en ça sans doute que ça a été pour vous un guide. Oui. Et alors Brigitte, en plus de surcroît, figurez-vous qu'au mois d'avril, j'ai eu un contact avec votre confrère Alexandre. Oui. Lors dans l'émission, c'est votre revenir qui est juste après la mienne, oui. Voilà. Et lui-même m'a fait part à un moment donné. Il m'a dit, écoutez Michel, soyez patient. Vous êtes en chemin de vie 3 et vous êtes un très très grand communicant depuis toute votre vie professionnelle et même privée. Et un jour vous aurez le succès. Vous aurez le succès plein, le succès grand. Mais il faut attendre parce que vous avez encore des obstacles à surmonter. Voilà. Alors, tout ça réuni, si vous voulez, fait que, je ne sais pas si Seymour sera d'accord là-dessus. on va voir. mais je dis, si on pense positif, ce que vous veniez de dire, c'est-à-dire qu'au lieu de penser tristement, mais penser en gaieté, en bonheur, ça aide énormément et ça permet de pouvoir franchir tous les obstacles que certains ont plaisir à nous mettre entre nos projets et la réalité de la vie. Bon, là, je suis d'accord. Je vous le dis tout de suite. Ouais. Merci. mais voyez Michel, là je pense juste à une chose. Entourons-nous aussi de gens qui nous donnent des prévisions positives et non pas négatives. Moi, je pense qu'il faut rompre avec tous ces amis qui nous disent de toute façon, tu n'y arriveras pas, or, il n'est pas pour toi, ou je ne sais quoi, vous voyez, parce que franchement... Quand un malade, un patient, a une maladie grave, il me demande conseil. Je me permets de lui dire, dites-le à un minimum de personnes, et surtout aux personnes positives. Car tous les autres vont vous renvoyer leurs angoisses et ne vont pas vous aider et vous amener vers la guérison. Donc ça, c'est une loi physique, c'est la même chose, c'est ce que vous venez de dire. Donc du positif engendre le positif. Et l'environnement, on l'a dit tout à l'heure, détermine le fonctionnement de nos cellules. C'est ce fameux effet placebo ou nocebo, qu'on connaît bien d'ailleurs en médecine. Donc Michel... oui, vous êtes sur le chemin 3, je ne sais pas ce que c'est parce que je ne connais rien en numérologie, et donc vous allez vers la lumière, vers la 4. Réussite, vers le 4. Le 4, c'est... Et puis le 5, le 6, je ne sais pas. En tarot, le 4, c'est la stabilité. Formidable. C'est l'empereur, donc vous êtes un futur empereur, Michel. Voilà, on vous a donné beaucoup de positifs et on est ravis d'avoir échangé avec vous. Bonne route. On va faire une petite pause, le temps des infos, et puis pour pas que vous vous ennuyiez pendant les infos, je vous propose une devinette, Seymour Bruxelles. Quelle est la vitesse limite d'un coït ? Vous pouvez réfléchir et me donner la réponse après les infos. Je suis très mauvais en maths. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Et nous continuons durant cette deuxième heure à échanger nos énergies. Alors c'est intéressant parce qu'on fait de la radio. Alors la radio, c'est des ondes, hein, c'est des ondes énergétiques. Et il est certain que notre voix pénètre dans les oreilles de tous ceux qui nous écoutent. Et elle a une fréquence. Elle fait du bien ou elle fait du mal. C'est vrai, il y a des voix qu'on aime entendre. Il y a des voix chaudes, il y a des voix froides. Il y en a qu'on aime entendre. Oui. Exactement. Alors Seymour Broussel, vous êtes avec nous, vous êtes ostéopathe, vous travaillez beaucoup sur les énergies avec vos patients et on va continuer à écouter durant cette deuxième heure nos auditeurs qui ont aussi beaucoup de choses intéressantes à nous raconter. Mais je voudrais d'abord la réponse à ma devinette. Quelle est la vitesse limite du coït ? Je crois qu'il faut s'arrêter avant que ça fume. C'est pas mal. Mais en fait, c'est 68 parce qu'après, tu pars dans un tête à queue. D'accord. Évidemment. Non. Vous auriez pu la trouver, celle-là. Quand même, oui, pas pensé, je pense. Avec l'humour que vous avez, vous auriez pu la trouver. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Brigitte. Bonjour Seymour. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Alors, attendez. Allez-y. Alors, bon, oui, allez-y, on vous écoute. Oui, bon. Moi, tout va bien. Point de vue énergie, bon, j'ai un âge un peu plus avancé maintenant. Bon, point de vue énergie, je réalise un peu mieux mon entourage, les énergies que l'on absorbe. Je me sens parfois démunie par rapport à certaines personnes. Fatiguée. Mais c'est intéressant quand même. Hein. Encore une fois, c'est pas parce qu'on vieillit qu'on n'a plus d'énergie, mais il faut aussi se protéger plus parce qu'on est obligé on se ressource moins vite que quand on est très jeune, où on gaspille d'ailleurs beaucoup d'énergie quand on est jeune. Gaspille, ça c'est sûr. Oui, puis bon, le fait par mon travail d'être très réservée, j'ai passé ma carrière en milieu hospitalier, donc il faut savoir quand même, il faut avoir beaucoup de retenue, et donc je n'osais jamais dire les choses. Et il a fallu que je prenne ma retraite pour prendre à bras de corps tout ce qui me gênait et arriver à le repousser. Voilà, et donc des personnes qui étaient un petit peu toxiques pour moi, c'est peut-être un peu fort le mot, mais bon, voilà. Mais vous parlez dans votre entourage, hein Dans mon entourage très proche, oui. Ça a pris des années, et donc c'était physiquement, mentalement, oui. Et c'est pas évident de vivre ça, d'avoir des personnes, de ne pas oser leur dire non, oui, je suis là, je suis disponible, tu peux venir me voir. Je recevais gentiment tout, mais lorsqu'elles partaient, elles étaient en pleine forme, et alors moi j'étais vidée, complètement vidée. Parce que vous êtes trop poli, vous êtes trop bien élevé. Le problème c'est ça, c'est que vous étiez trop bien élevé. J'ai pris voilà, trop de réserve. Voilà. Trop de réserve. Quelquefois, il faut dire les choses. Ouais. Vous avez changé maintenant, hein? Vous avez changé, vous avez moins de réserve? Oui, parce que là, maintenant, je suis dans les dernières étapes. J'aide mon frère que j'ai pas vu depuis 40 ans. J'ai aidé ma mère, j'ai aidé mon père, puis les amis qui m'ont un petit peu déstabilisée. J'étais toujours à l'écoute, toujours dire oui, les recevoir. Et en fait, c'était que dans leur propre intérêt. C'était pas forcément de la... Il n'y a pas d'échange. De la camaraderie. Oui, surtout, il n'y a pas d'échange. Et la vie, c'est un échange. Donner, recevoir. Et si vous donnez sans recevoir, vous vous videz. Oui, mais Anne-Marie, il y a quelque chose peut-être qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on a tendance à donner beaucoup, c'est parce qu'on espère recevoir. Et peut-être que vous n'aviez pas pris conscience que quelque part, il y avait un besoin de recevoir ce que vous étiez en train de donner. Non, je n'ai jamais pensé à ça. Et ça vous parle un peu? Je parlais qu'aux autres. Oui, tout à fait. Oui. Est-ce que vous donniez à l'hôpital? À l'ôpital, déjà, c'était votre métier? Non, ça c'était mon métier, c'était normal. Nous sommes là pour les autres, pour les aider, tout là, non. Ça n'a rien à voir. Mais vous croyez que ça n'a rien à voir? Votre fonction à l'hôpital, c'était laquelle?
Non, aide-soignante, mais Bah, bon, tiens, voilà, il fallait... oui, on s'engage, et puis... Bah oui. bon, Non, mais on bon, choisit moi, pas. Ce que je veut dire, l'avais en attendez, ce que veut dire Seymour Bruxelles, Anne-Marie, c'est qu'on Oui. choisit pas par hasard d'être aide-soignante, comme j'ai pas choisi par hasard de vous aider en vous écoutant tous les jours. Notre profession, notre choix professionnel, même si on croit que c'est par hasard, non, il y a forcément quelque chose chez nous qui nous a guidés plutôt vers ça que... mais ça, oui. Je sais pas pourquoi j'ai poussé cette porte-là ce jour-là, elle était ouverte. Ah, je sais pas. Je pense, je me suis dit un coup de chance. Oui. Je sais pas. J'ai rencontré la bonne personne, un chef du personnel à l'époque, voilà, qui m'a simplement écouté, m'a dit vous avez un courrier? Non, mais j'ai dit écoutez, j'ai écrit un petit courrier de 5 lignes dans les années 80, je lui ai apporté le lendemain, c'est passé. Oui, mais c'est la différence, si vous voulez, Anne-Marie, je suis persuadée que vous avez choisi, Oui. enfin, que ce métier d'aide-soignante vous convenait par rapport au juste besoin que vous avez justement d'aider les autres. Et ça n'a pas posé à conséquence parce que quand on le fait professionnellement, on reçoit son salaire. Oui. Donc, Un retour. on Oui. donne, mais on reçoit. Donc, si vous voulez, il y a un Oui. équilibre et vous n'avez donc pas souffert de votre métier puisque vous avez donné et reçu en échange. Sauf que... J'étais très heureuse. Et de en, me lever le matin. oui, et en plus, ça vous a valorisé parce que vous aviez certainement des patients qui vous disaient à quel point vous êtes formidable. Et donc, narcissiquement, ça vous a fait du bien. Donc, on voit... Ah, Non, mais c'est Oui. c'est important ce que Oui, je dis oui. parce que c'est important pour tous ceux qui écoutent. Quand on fait un métier, on reçoit son salaire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je dis toujours que les thérapeutes sont pas faits pour écouter les amis. Parce que là, ils sont pas payés. Mais moi, j'appelle ça ramener du travail à la maison. Des heures Donc, supplémentaires voilà. non payées. Non hein. payé. Voilà. Vous avez ramené du travail En à la revanche- maison avec votre famille. En revanche, quand vous donnez à des amis qui vous prennent et qui vous donnent rien en Oui. échange, là, vous Oui. perdez de l'énergie. Vous voyez la différence? tout à fait, complètement. Et c'est ça Oui. qu'il faut apprendre à se protéger de ce besoin de donner que vous avez, et qui est un joli besoin, certes, mais qui peut vous épuiser si vous en abusez. J'ai été épuisée, oui. Mais maintenant, j'arrive à mettre des barrières. Très bien. Oui. Même dans le milieu familial. Voilà. Et voilà, c'est obligé. Je peux plus faire autrement. Je sais dire non. Mais il était temps. J'aurais souhaité le pouvoir dire non 20 ans plus tôt. Ah, c'est l'éducation, ça. Mais oui. vous savez, la base de la vie, c'est inspire, expire. Oui. Hein. J'inspire, j'expire. Mais Oui. si vous expirez sans inspirer, vous videz. Oui, mais C'est logique. Oui, mais c'était pas la bonne éducation. Ben voilà, Donc, c'est ça, il faut c'est savoir trop dire non. poli, c'est ce que je vous ai Ouais. dit en préambule. Vous êtes trop Mais- bien élevé. Écoutez, au moins vous profitez maintenant de savoir dire non, et il est jamais trop tard pour bien faire, comme on dit aussi. Jamais hein. trop tard. En tout cas, merci beaucoup Anne-Marie, merci beaucoup. Alors écoutez, Seymour Bruxelles, comme on a beaucoup de gens qui ont envie de parler d'énergie, je vous propose que on zappe exceptionnellement aujourd'hui notre rubrique C'est maintenant, et on va continuer à évoquer l'énergie avec vous, bien sûr, sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Seymour Bruxelles est avec nous. Nous évoquons notre corps énergétique, les énergies qu'on échange sans j'allais dire sans s'en rendre compte. Bah oui, pour la Oui, plupart des gens. Oui, hein. non, mais quand même, Mais normalement. voilà, c'est-à-dire que le résultat, on ressent. Mais pendant que ça se fait, on ne sent pas forcément. Oui, c'est ça, c'est invisible en plus. Bonjour Fanny. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes un peu éponge, Fanny, c'est ça? Oui, c'est... Voilà. là, je suis éponge puisque je viens d'être recrutée à l'instant. Mais alors oui, j'ai eu tendance dans ma vie à être beaucoup éponge parce que moi, j'ai compris que j'avais pas un moi assez construit. Donc ça, c'est avec le recul que j'ai pu comprendre que tant que je n'ai pas un moi construit, en fait, je suis très sensible à tout ce qui peut passer et je me trouvais très caméléon à une époque de ma vie, c'est-à-dire qu'il y a une ambiance et je deviens cette ambiance et cette voilà.
Oui, c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous êtes certainement quelqu'un de très sensible, parce que quand on est éponge, en général, c'est qu'on est sensible. Donc, sensible à ce qui se passe et ce qu'on ressent autour de nous. Et en effet, j'aime bien cette idée de moi construit que vous utilisez. Enfin, on aurait pu dire d'autres mots, mais oui, si vous êtes bien aligné avec vous-même, vous arriverez à ne pas être totalement envahi par tout ce qu'il y a autour de vous. Mais sinon, en effet, c'est compliqué. Oui, voilà, c'est tout. Moi, je travaille parce que moi, j'ai une maladie et du coup, j'ai eu besoin de beaucoup travailler sur la réappropriation de mon corps. Et ça a fait partie de ça et de savoir faire la part des choses entre les émotions des uns et des autres et ce qui m'appartenait vraiment et ce qui était moi. Et voilà. Oui. C'est votre maladie qui vous avait fait prendre conscience de tout ça? Ce chemin, ouais, complètement. Et c'est quoi cette maladie? Je l'ai demandé, oui. Une polyarthrite. Ah, d'accord. Oui. Donc, inflammatoire, voilà. Ouais. Et là, aujourd'hui, vous en êtes où alors par rapport à la maladie, à votre chemin d'éveil? Maintenant, je suis plutôt dans une phase de rémission, de rémission, voilà, de stabilité, mais je suis, disons que c'est ma manière de somatiser. Dès qu'il y a quelque chose qui va pas, ça passe, c'est une autoroute, ça passe par là. Donc je sais très rapidement quand j'en ai pris, quand je suis pas assez alignée ou que il y a une émotion que j'ai pas réussi à entendre et qui va s'exprimer par le corps. Oui, signal d'alarme immédiat, oui. Immédiat, ouais. Ouais. Mais alors, qu'est-ce que vous faites alors dans ce cas-là? Donc, votre corps, il vous donne un signal d'alarme. Comment vous réagissez? Eh bien, je prends le temps de sentir, d'écouter. Je comprends pas forcément tout de suite tout, mais déjà, je sais qu'il faut ralentir, qu'il faut se redonner du temps et qu'il faut se remettre au centre et prendre le temps un peu de comprendre qu'est-ce qu'on est en train de forcer, qu'est-ce qui est en conflit à l'intérieur. Et désamorcer petit à petit, mais c'est pas toujours simple. Ça, moi, ça fait 20 ans, donc c'est un travail de très longue durée, quoi, pour savoir justement sentir qu'est-ce qu'on est en train de, qu'est-ce qui n'est pas juste dans ce qu'on est en train de faire, quoi. Voilà. Ouais. Hippocrate disait: si tu tombes malade, change de vie. Vous avez tout compris, mais changer de vie, c'est pas évident. Ou alors changer de façon de voir la vie. Oui. Eh bien, c'est ça. Mais changer de vie, il y a un peu de ça quand même, parce que ça demande quand même aussi une hygiène alimentaire, ça demande une hygiène émotionnelle, ça demande beaucoup, en fait, une maladie. Ouais. Ben, vous avez compris beaucoup de choses, hein, c'est très bien. Ça. Non, mais c'est un bon témoignage pour la plupart des gens qui nous écoutent. Et vous avez quelqu'un dans votre vie actuellement? Oui, j'ai quelqu'un, oui. Formidable, oui. Et ça se passe bien? Ça se passe bien. C'est aussi quelqu'un disons que moi je suis toujours un peu en reconstruction, je me sens toujours en reconstruction, c'est quelqu'un qui est aussi dans cette dynamique, donc on s'accompagne. D'accord. Et ça déclenche pas le signal d'alarme, cette relation? Non, ça va. Bon. Mais le signal d'alarme d'une maladie inflammatoire, pour moi, c'est comme une colère et une rage profonde qui s'exprime, mais c'est le feu, quoi. Ah oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, oui, la colère, c'est le feu. Hein. Eh bien, oui. Il faut l'éteindre. Et cette colère dont vous parlez, finalement, si on remonte en amont, très en amont, elle vient certainement de très loin, non? Elle vient d'incompréhension et d'injustice, et de sentiment de quelque chose qui n'est pas juste. Je dirais pas injustice totale, mais vraiment un besoin de justesse que j'avais besoin, de comprendre et de justesse qui n'a pas été tout le temps là dans mon enfance. Bien sûr, bien sûr. Et voilà. Et après, il faut c'est un chemin de le comprendre. Voilà, la compréhension, c'est une étape, mais ensuite, il faut désamorcer. Il faut déprogrammer. Ça, c'est tout un chemin. Voilà. Et vous faites quelle technique vous utilisez pour déprogrammer? J'ai fait beaucoup de méditation à une époque, parce qu'il y avait besoin déjà d'être à l'écoute, d'entendre, de se mettre en ouverture pour écouter déjà tout ce qui se passait, parce qu'il y avait beaucoup. Et après, avec des personnes qui m'ont accompagnée à plusieurs niveaux, en thérapie, voilà. Alors, je ne le dis pas forcément pour vous, mais je vais le dire de manière générale. Hein, lorsqu'on parlait d'ailleurs hier, on a beaucoup parlé de la colère avec mon
mon invité qui est médecin d'ailleurs, mais qui travaille aussi sur les émotions. Quand il y a un sentiment d'injustice dans l'enfance et qui donc provoque de la colère, je crois qu'à un moment donné, la manière de réparer ce sentiment d'injustice, c'est justement de demander réparation. Alors après, cette demande de réparation, elle peut être symbolique, elle n'est pas forcément directe. Mais c'est important quand même, à un moment donné, de vous rendre compte si vous avez, en effet, Fanny, eu réparation de cette injustice que vous avez subie. Parce que, alors après, vous pouvez, il y a 10 000 manières d'avoir cette réparation. Il y a des manières symboliques, des manières réelles, des manières, j'allais dire, visionnaires. Enfin bon, mais je pense que c'est vraiment important parce que sinon, on traîne quelque part des réminiscences de cette colère. Est-ce que vous avez pardonné ? Je suis en chemin. Voilà. Est-ce que vous avez compris que le pardon, il est plus pour vous que pour les autres ? Oui. Oui, parce que, si je pardonne, c'est pour me libérer de ce poids. L'autre, c'est son problème. Je lui redonne son problème. J'ai attendu beaucoup, disons, de quelqu'un dans une partie de ma vie. J'attendais beaucoup et ça m'a été très dur de comprendre que justement, j'aurais pas cette réparation en direct. Et j'ai lâché, là, depuis 2-3 ans, je lâche. Et la relation, du coup, se renouvelle, il se passe autre chose, et j'accueille ce qui se passe. Je pense que je suis pas encore arrivée au bout, mais c'est mon étape, elle est là, quoi. Ouais. Mais comprenez bien que le pardon, c'est beaucoup plus dans votre axe, pour vous libérer, et c'est le problème redonné à l'autre. Et d'ailleurs, je crois que pour qu'on comprenne bien ce que vous dites, parce que ça paraît un peu bizarre de dire le pardon, ça veut dire que... oui, parce que justement, c'est pas compris. C'est souvent, oui, mais je sais bien, mais je vais donner une piste qui va peut-être aider. C'est-à-dire que on a eu un père et une mère, et c'est des êtres à qui on doit la vie, c'est une chose. Et on doit pardonner à cette image donc parentale. En revanche, on n'a pas à leur pardonner les mauvais traitements qu'ils nous ont faits, etc., etc. C'est dans ce sens, en fait, que le pardon est nécessaire, parce que sinon, on reste accroché à un lien qui existe sur un plan donc énergétique, justement, mais qui n'existe pas réellement, parce que quand on a eu un parent qui nous a fait du mal, on a le droit de ne plus le voir et on a le droit de... Ah ça, oui, tout à fait. Oui. Et merci, Fanny. Vous avez envie de rajouter quelque chose ? Non, merci, c'était intéressant. J'ai aimé le mot réparation, il m'a parlé et je me dis... des fois, il y a des besoins qui ont besoin d'être entendus et voilà, celui-là, je me suis dit, ah oui, j'ai besoin de réparation, mais pas forcément avec la personne, mais à me l'accorder, quoi. Voilà. Avec votre enfant intérieur, c'est une expression que j'utilise souvent, mais qui est tellement... juste. Oui. Merci beaucoup, Fanny. On va justement parler des enfants, des secrets de votre enfant dans un instant avec mon invité Alain Braconnier. Mais il y aura d'abord le sexe au conseil qui va évidemment intéresser tout le monde, ce qu'aiment vraiment les hommes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Et on est avec Seymour Bruxelles, c'est un homme. Oui, pour le moment, je suis encore un homme. Et je pense que ce sexe au conseil, vous allez être tout à fait d'accord avec nous. Alors, ce qu'aiment vraiment les hommes. En moyenne, un homme pense au sexe 15 fois par jour. Alors, autant dire qu'ils aiment ça, déjà. 15 fois, c'est en dessous de la réalité. Mais ça dépend, c'est une moyenne, c'est Bruxelles. Vous avez le droit d'y penser 30 fois, ça permettra à certains hommes d'y penser qu'une fois. Bref, donc en fait, il y a 3 attentes principales qui pourraient se résumer en 3 mots simples: spontanéité, variété, fréquence. Donc, on va voir les 3 mots. En effet, il préfère la spontanéité plutôt que la préparation, ce que pourtant affectionnent les femmes. Donc déjà, ça démarre mal. Quand ils ont envie, c'est de préférence tout de suite. Ça, je pense que beaucoup de femmes seront d'accord avec moi. Et ensuite, ils aiment la variété. Le missionnaire, toujours et encore. Bon, à un moment donné, c'est lassant. Mais ça, les femmes sont assez d'accord. Elles aiment bien aussi la variété. Elles aiment bien aussi la variété.
Ensuite, ils ont souvent plus de besoins. La fréquence minimale pour la majorité des hommes se situe autour de 2 rapports par semaine. Ce qui, pour beaucoup de femmes, est déjà pas mal. Ah bon ? Oui. Enfin, je ne vis pas dans le même monde. Faites pas la broutilles, s'il vous plaît. En tout cas, la partie la plus érogène, c'est évidemment la verge, et particulièrement le frein. Mais beaucoup d'hommes reprochent aux femmes d'oublier les testicules, le périnée et également l'anus. Voilà, bref. Alors, bonne nouvelle, les hommes sont de plus en plus attentifs au plaisir de leur partenaire. C'est une bonne nouvelle. Et ça, c'est intéressant parce que la dernière enquête sur la sexualité, on a plus d'hommes qui aiment le cunilingus, oh là, c'est la fin de la semaine, je suis fatiguée, que de femmes qui aiment la fellation. Donc, ça avance quand même plutôt dans le bon sens. Ouais, je pense, oui. On va se retrouver sous la couette. Alors, on va accueillir un autre homme, Alain Braconnier. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, on passe à un tout autre sujet. On va parler des secrets de votre enfance. C'est aux éditions Odile Jacob. J'ai trouvé le livre vraiment intéressant parce que ça peut aider beaucoup de parents à mieux, à mieux aider leurs enfants à grandir, à ressentir leurs émotions. Et puis voilà. Et alors il y a évidemment quelque chose de très intéressant. On connaît beaucoup mieux la psychologie de l'enfant que les générations précédentes. Je suis en train de vous lire. Et on sait clairement aujourd'hui que il cloisonne plus sa vie qu'on ne l'imagine. Il ne communique pas facilement ce dont il rêve ou de ce dont il a besoin. On a bien avancé quand même, c'est intéressant. Ah oui, il y a une vraie évolution là en quelques décennies sur d'abord la précocité de la présence de l'enfant au monde. Avant, le bébé, on considérait que c'était quasiment un petit animal. Et on a découvert combien le bébé était attentif à ce qui se passait. Et que dans le développement de l'enfant, c'est associé à ça la possibilité d'avoir accès peu à peu, parfois trop d'ailleurs, mais à l'ensemble du monde, et pas seulement aux parents. Et ça, ces phénomènes nouveaux-là font que l'enfant est quand même stimulé. Moi, je dis toujours, sans aucune fausse modestie, mais je dis toujours qu'ils sont beaucoup plus intelligents que je l'étais. C'est-à-dire que ils ont une capacité de voir ce qui se passe. Mais en même temps, ils sont beaucoup plus mélangés au monde que les générations précédentes. Tout à fait. Déjà, la crèche, tout ça, c'est assez tout nouveau. À fait. Stimulant. Je me permettrais aussi de rappeler qu'il y a une vie fétale aussi qui est déjà une relation avec le monde extérieur. Aujourd'hui, on sait qu'à partir de 4-5 mois, ils entendent tous les sons qui sont environnants. L'aptonomie, c'est une science formidable du contact de l'enfant dans le ventre de sa maman. Donc ça commence déjà là. Et après, je suis tout à fait d'accord avec vous. Le monde, les stimulations, elles sont de plus en plus environnantes. Mais j'insiste sur le fait et j'insiste avec mes patientes qui sont enceintes, de travailler déjà la communication avec le fœtus. Oui, mais vous avez dans mon domaine un collègue qui s'appelle Sylvain Missonnier, qui est très spécialisé dans les problèmes du fœtus, dans la question que pose le fœtus, et qui partage tout à fait votre point de vue. Oui, ce qui pose question quand on parle de GPA, évidemment. Mais bon, c'est pas notre sujet. Non, mais il y a quelque chose que j'ai trouvé intéressant, c'est-à-dire que vous dites, il a très rapidement l'intuition de son propre monde interne psychique, et il a donc un moi privé, mais il sait pas dire non, mais c'est personnel, foutez-moi la paix, quoi. Et ça, c'est peut-être quelque chose que les parents sont parfois peut-être trop, je veux pas dire dans l'emprise, mais dans quelque chose de un peu envahissant. Peut-être. Oui, les parents sont curieux quand même. Les parents tout à fait, je dirais, habituels, pour pas aller dans les extrêmes. Ils sont quand même curieux de leur enfant. Ils désirent quand même savoir qu'est-ce qu'ils pensent. Une des questions amusantes qui revient très fréquemment quand l'enfant commence à aller, même à la crèche, ou en maternelle ou à l'école, c'est qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ça agace l'enfant. Il est agacé par cette question qui revient régulièrement. Alors, de la part du parent, je crois qu'il y a certains qui sont un peu trop dans une transparence absolue qui n'est pas bonne pour l'enfant.
Je suis parti de deux situations. La première situation, c'est mon métier, c'est-à-dire d'écouter les enfants et les parents, et de voir que les enfants m'exprimaient plus facilement à moi des choses, parce que on était dans un contexte plus intime, plus personnel, plus dégagé du contexte parental habituel. Puis la deuxième chose qui m'a amusé, c'est qu'au fond, l'enfant, il adore jouer à cache-cache. Et il aime à la fois garder sa propre, identité, existence, ne pas se laisser aller au regard ou au toucher de l'autre, et en même temps, à un moment ou à un autre, il a envie qu'on le découvre. Et au fond, j'ai une idée depuis pas mal d'années, parce qu'on avait fait un colloque là-dessus, sur il n'y a pas de secret sans confident. C'est-à-dire que le secret, on va le garder à tous les âges de la vie d'ailleurs. Parfois, on a des souvenirs, nous tous, on a ces souvenirs qui sont en nous, des souvenirs d'enfants dont on n'a jamais parlé. Mais on a besoin quand même d'un confident. On a besoin, alors plus ou moins rapidement, et surtout quelqu'un qui n'a pas d'intrusion, qui ne se comporte pas de façon intruse. Et ça, c'est très important pour l'enfant. L'intrusion, c'est une angoisse très importante chez l'enfant. Oui, donc il faut savoir écouter son enfant sans être intrusif. C'est toute une, c'est des nuances, parce que j'imagine que chaque enfant va être plus ou moins dans l'envie de se confier et d'autres enfants qui seront plus secrets. Enfin, donc à chaque parent de découvrir jusqu'où il peut aller sans être intrusif. Oui, je crois qu'il y a des petits trucs qu'il faut quand même, que moi j'ai essayé de traduire dans ce livre. Alors, lire votre livre d'abord, oui, Les secrets de votre enfant aux éditions Odile Jacob. Bien sûr, mais je crois qu'il faut prendre du temps aussi. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Il faut prendre du temps. Il faut garder des moments d'intimité avec l'enfant. Il faut lui donner des moments rien que pour lui, avec un parent et un enfant s'il y en a plusieurs, mais que chaque enfant garde une intimité avec un des deux parents. Et ces moments-là, c'est là qu'il va commencer à dire des choses. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Et puis il y a cette question au fond j'ai distingué, moi, de façon un peu formelle d'ailleurs, entre la timidité, le non-dit et le secret. C'est pas la même chose. La timidité, il y a des enfants plus ou moins timides qui s'expriment plus ou moins facilement. Le non-dit, c'est déjà une retenue, mais il y a quelque chose qui vient assez clair aux autres qui s'intéressent à l'enfant, c'est qu'on sent bien qu'il veut pas dire les choses. Et puis il y a le secret. Et le secret, c'est quelque chose qui, en effet, peut apparaître quand l'enfant va pas bien, on s'interroge, tout d'un coup, il est plus le même. Tout d'un coup, il jette un regard tout en... Des bébés, le bébé, il met les mains sur les yeux. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il veut bien garder son intimité. Mais quand il grandit, et à l'adolescence, il est bien évident que dans toutes les constructions importantes de la vie, on a besoin de s'affirmer soi-même sans être trop regardé par les autres. Oui, d'où cette nécessité de laisser... D'ailleurs, à partir de quel âge vous considérez que les parents doivent frapper avant de rentrer dans la chambre de l'enfant, par exemple ? J'ai pas d'âge dans ma tête, parce que je crois que c'est une statistique. On pourrait dire à tel âge, c'est comme ça que ça se passe. Je crois qu'il faut surtout être attentif au refus de l'enfant. C'est-à-dire qu'il dit non, laisse-moi. Et que cette expression qui est plus ou moins facile chez l'enfant. Oui, mais vous êtes, évidemment, vous travaillez avec les enfants depuis tellement d'années, vous les ressentez peut-être même avant qu'ils rentrent dans la pièce, Alain Braconnier. Mais pour beaucoup de parents, c'est pas si simple, parce qu'eux-mêmes n'ont pas eu la chance d'avoir des parents qui pouvaient les respecter. Donc, ça, c'est très très juste ce que vous dites. Ce qui m'amène souvent, encore aujourd'hui, je l'ai fait avec un père, je lui ai dit, mais quand vous aviez son âge, comment ça se passait pour vous ? C'est-à-dire qu'il y a un procédé d'identification nécessaire. Et que ça, c'est quelque chose, se mettre à la place d'eux, c'est pas seulement de l'empathie, c'est pas seulement être gentil avec, c'est vraiment être capable de se mettre à la place d'eux, parce qu'on a nous-mêmes vécu des choses soit complètement contraires, contradictoires. Moi, j'ai vu des parents, j'ai vu plusieurs générations, j'ai vu 68, post-68, post-68, etc. Et c'est amusant de voir comment les parents étaient initialement quand même dans des attitudes qui étaient surtout ne pas être comme leurs parents, parce qu'ils en avaient souffert, ou leur ressembler.
Aujourd'hui, c'est plus compliqué d'être parent. C'est plus compliqué parce qu'il y a des modèles qui circulent, on n'a qu'à le voir dans les discussions aux sorties de classe ou dans les dîners, on voit que les parents, ils se parlent entre eux à propos de leur enfant. C'est-à-dire qu'il y a une recherche de comprendre l'enfant. Et ça, c'est bien. Oui, bien sûr. Et en même temps, l'enfant, comme on l'a dit tout à fait au début, Alain Braconnier, c'est que l'enfant, il a aussi tellement d'autres espaces où il est sollicité, il échange, etc., que le parent est moins tout-puissant, si je puis dire, que les générations précédentes. Moi, je suis effrayé par le phénomène des réseaux sociaux et qui prennent une place incroyable chez l'enfant, en nombre d'heures, en nombre d'informations, et comment vous faites, vous, par rapport à ce phénomène. Oui, ça a un rapport justement avec le secret. C'est-à-dire qu'ils ont une capacité maintenant de voir et d'entendre ce qui n'était pas le cas il y a 20 ou 30 ans. Oui. Et dans les réseaux sociaux, c'est une multiplication de la capacité de voir et d'entendre. Et du plaisir quand même qu'on a quand on est enfant à être en relation. C'est vrai. Alors je crois que là, il y a aussi de la part des parents, mais c'est un autre sujet, il y a de la part des parents de savoir aussi prendre en compte qu'il faut mettre des limites. Moi, je suis quelqu'un qui pense qu'il faut savoir mettre des limites. Quand trop, c'est trop dans la vie. Oui, mais tout à fait. Mais là, on entend des études qui annoncent des 7 heures par jour chez certains enfants adolescents. C'est effrayant. Et jeunes. Les jeunes, oui. Et ça commence jeune. Oui, de plus en plus jeune, oui. Mais en même temps, dans ces réseaux sociaux, c'est aussi la possibilité, comme quoi rien n'est tout blanc, tout noir, c'est la possibilité d'échanger aussi. Faut pas oublier que les réseaux sociaux, c'est aussi quelque chose qui fait que l'enfant a une capacité de parler de ce qu'il ne peut pas dire forcément avec un adulte. Alors, trop, c'est trop, mais en même temps, communiquer, c'est quand même important dans la vie. Et justement, dans communiquer, il y a niquer, c'était facile. Vous abordez quand même aussi la sexualité dans ce livre, Les secrets de votre Bien enfant, sûr. aux éditions Odile Jacob. Là, c'est un sujet très complexe. Moi, j'entends tout le temps les parents ne pas trop savoir quand, comment parler. C'est vrai, c'est vrai. C'est un sujet qui est d'abord vieux comme le monde. Et c'est un sujet où on aborde ça, je crois, avec le maximum de, disons, d'authenticité. C'est-à-dire que je suis profondément persuadé que l'enfant, il est sensible à ce qui est authentique, il est sensible à ce qu'on s'intéresse à lui, mais il ne veut pas, une fois de plus, qu'on s'intéresse trop à ce qu'il cache, à ce dont il est parfois coupable, il se sent coupable, et à ce qui lui apparaît comme quelque chose dont il perçoit bien que c'est quelque chose qu'il faut garder pour soi. En tout cas, vous abordez du bébé à l'adolescent. Vous parlez également dans ce livre de tout ce qui est, de tout ce qui est difficile, notamment les troubles du comportement alimentaire, etc. C'est un guide vraiment très intéressant, je vous le conseille. Ça s'appelle Les secrets de votre enfant. C'est aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup, Alain Braconnier. Merci beaucoup. Je vous en prie. On fait une petite pause, c'est lourd, et on va revenir sur les énergies. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et on revient sur les énergies avec Seymour Bruxelles, notre ostéopathe, praticien en développement personnel et également comédien. Quand est-ce que vous nous rejouez Ma patiente a des limites? Je suis en train de concocter la suite de Ma patiente 2. Ma patiente a toujours des limites. Donc, le premier, c'était Ma patiente a des limites. Parce que c'est un spectacle formidable. Je suis sûre que si vous le rejouez, beaucoup d'auditeurs seront ravis de venir vous voir. Donc, merci. Voilà, mais Ma patiente a des limites. Ça me chatouille, la scène me chatouille. Oui, mais il faut le rejouer tel que vous l'aviez à l'époque. Il y a aussi beaucoup de choses. Oui, un peu réajusté, évidemment. Voilà. Ça m'encourage, merci Brigitte. Voilà, c'était le but. Bon, toujours des pensées positives. Que ça. Bonjour Dominique. Bonjour. Merci d'être avec nous, Dominique. On va conclure avec vous. Oui, voilà. Moi, sur les énergies, c'est un petit peu... je pensais parler sur le corps, donc c'est les énergies du corps que je pense. Oui, mais le corps, c'est le sujet. Voilà, parce qu'en fin de compte, j'ai eu une période où tout allait très mal. J'ai eu beaucoup de décès, un divorce en même temps. Et alors le corps, on a ressenti, mais alors il n'y avait plus rien qui n'allait.
Et d'ailleurs, j'avais plus envie de c'est un rien. signe très important, on ne le dira jamais assez, quand on traverse des périodes de turbulence, et on en Ah traverse tous dans la vie, c'est pas un long fleuve Personne n'est tranquille. épargné. Et quand on traverse beaucoup d'épreuves qui sont parfois tout à fait très inattendues, c'est quand même le corps qui nous montre bien, Ah bah oui. et c'est par le corps qu'on va se ressourcer aussi. Oui, parce que là, il n'y avait rien qui n'allait, donc j'avais même plus envie de me regarder dans un miroir. Je cachais tout. Alors les cheveux, on les laissait attachés, on s'amusait plus à faire quoi que ce soit, plus de coiffure, il n'y avait plus rien. Même les cheveux étaient ternes. Tout le monde me disait qu'il fallait faire quelque chose. Et j'ai eu La santé j'ai du rencontré cheveu, quelqu'un. excusez-moi, j'en profite, Oui. mais pour dire que le cheveu, c'est vraiment un thermomètre. Hein. C'est la santé du cheveu est éloquente sur l'état de santé général. Oui. Alors, j'étais Seymour pas Broussel, beau. vu que vous êtes chaud, vous devez aller très très mal. Hein. Mais moi, je suis en décrépitude totale. Ouais. Alors qu'en fin de compte, j'ai rencontré une dame qui m'a demandé, alors comme je suis une dame ronde et puis que là, à ce moment-là, c'était encore pire, elle me demandait de participer à un défilé spécial Femmes Rondes. Oui. Ouais. Et donc, cette personne-là m'a fait confiance. Ouais. Et en fin de compte, elle m'a redonné un peu le goût, parce que là, pour ce défilé, il a fallu faire une coiffure, un maquillage qui était complètement différent. Et vous avez repris soin de vous. Et j'ai repris soin de moi. C'est bien. Et ça s'est ressenti surtout, aussi bien sur les cheveux, puisque là, j'ai coupé les cheveux et ça a été mieux après. Le maquillage, j'ai repris tout bête à m'épiler, à faire attention à mon visage, à me mettre de la crème un peu tous les jours. Et d'ailleurs, je me permets, excusez-moi, je vous coupe. Comme ça. Je vous coupe, mais c'est important parce que vous avez parlé de vous être coupé les cheveux. Je voudrais dire, notamment pour les femmes, plus que pour les hommes évidemment, mais les hommes, pourquoi pas, quand on est dans une période de turbulence et qu'on a envie de reprendre un nouveau départ, changer sa coupe de cheveux, c'est un moyen symbolique de réellement se remettre en mouvement. Ah oui, parce qu'on change tout. Ça change complètement la physionomie du visage. On réapprend à se maquiller. Ça change le regard des autres, souvent. Oui. Et c'est vrai que c'est plus... après, on a le teint qui est beaucoup plus éclatant. J'ai repris un peu de couleur au visage, j'ai repris des couleurs un peu partout. Je me suis réapproprié mon cœur, où là, au lieu de me camoufler derrière des grands pulls et puis des joggings, j'ai remis des robes, j'ai remis des jupes. Eh bien, c'est formidable. J'ai assumé mon corps complètement. Et donc, c'est surtout votre divorce, j'imagine, qui avait provoqué cette... Le divorce, et j'ai eu aussi, juste avant le divorce, mais ça a été j'ai eu le décès de mon père, le décès de mon beau-père, le décès d'un oncle, et le divorce qui, suite de ça... mais qui est aussi un deuil à faire. Et voilà. Et c'est vrai que ça a été très long. Bien sûr, j'ai été en dépression, donc avec anxiolytiques, antidépresseurs. Et du jour où j'ai fait ce changement de tête, j'ai arrêté petit à petit, bien sûr, les antidépresseurs et les anxiolytiques. Et j'ai dit, c'est terminé, je vais m'en sortir toute seule. Donc j'ai repris mon corps en main, j'ai refait un petit peu de gymnastique. J'ai changé ma façon de m'habiller, j'ai mis de la couleur. Et j'aime beaucoup la couleur. Et depuis, je mets des couleurs très vives. Je suis toujours ronde, mais j'assume mon corps, j'assume tout. Et je suis maintenant positive. Et c'est moi qui écoute les autres et qui les booste un petit peu. Très bien. Vous avez raison. Au sujet de la couleur, c'est une vibration, c'est de l'énergie. La chromatothérapie existe et des effets positifs sur le corps. Et vous avez bien fait de choisir de remettre de la couleur. Vous avez changé d'image, donc vous avez changé de vibration. Il faut savoir que le cerveau émet aussi bien à l'intérieur du corps des messages, mais aussi à l'extérieur. Tout ça, c'est mesuré. Et vous avez changé donc vos vibrations intérieures et donc vos vibrations extérieures ont changé et votre environnement, certainement votre entourage a changé. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, Seymour Broussel, mais on dit que par exemple, suivant la manière dont on va porter du rouge, du bleu, du vert ou du jaune ou je ne sais quelle autre couleur, ça a un effet sur notre humeur et ça a un effet aussi dans le regard de l'autre. Exactement.
Oui, oui, tout à fait d'accord. Et c'est vrai que j'aime beaucoup porter du vert, du jaune, du rouge. Et c'est des couleurs qu'on me dit, mais que tu oses? Ben, je dis oui. Comme là, c'est pareil. J'ose sortir, aller au cinéma toute seule, aller au restaurant toute seule, parce que je me dis, ben, c'est mon plaisir à moi. Je ne vois pas pourquoi je m'en priverais, parce que je suis toute seule. Bah, c'est bien, vous avez, comme on dit, pris votre vie en main. Ah, tout à fait. Et les couleurs, pour terminer sur les couleurs, quand on dit une couleur vive, hein, donc vous avez choisi des couleurs vives, on est d'accord? Ah oui. Donc, vive, ça veut dire la vie, quoi. Ce sont des couleurs de vie. Tout à fait. Voilà. Oui. Et d'ailleurs, quand on n'a pas trop envie de se faire remarquer, on va plutôt s'habiller en noir, en gris. En black box. Voilà. En ce moment, c'est la mode. Les black box. Eh ben merci de votre témoignage, Dominique, parce que franchement, bravo, vous avez su remonter la pente, hein, et c'est important, et c'est possible pour tous. Hein. Après, ça prend des fois du temps, mais ce qui est important, c'est de la remonter, cette pente, hein, même si c'est petit à petit. Et de se servir de l'épreuve comme un tremplin, c'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a rien de pire, moi je vois dans mes patients, quand ils ne comprennent pas pourquoi ils souffrent et qu'ils continuent à souffrir, et ils font rien de cette épreuve, ils n'en font rien, ils ne comprennent pas, c'est pire que tout, alors que cette souffrance, elle est faite pour avancer, pour aller beaucoup plus loin. Ce qui est le sens de la vie. Le sens de la vie, c'est l'évolution. Mais on est bien d'accord, ce qui n'évolue pas se meurt. Exactement. Moi, j'ai bien évolué dans ma carrière. Vous évoluez toujours, Seymour Bruxelles, c'est toujours un plaisir de vous revoir. Merci à tous, en tout cas. Je vous souhaite un week-end avec beaucoup d'énergie positive. Vous avez compris, essayez de vous entourer de gens qui vous font du bien, et puis faites du bien aux gens qui vous entourent et que vous aimez, évidemment. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delevanne pour C'est votre avenir. Et puis, lundi, on va aborder un sujet un peu plus sexuel, mais qui est un sujet un peu à la mode. Hein. On entend beaucoup de femmes, notamment, hein, qui sont anti-pénétration. On va se poser la question. Je sais qu'actuellement, il y a un spectacle que joue Ovidie, hein, qui est très, très particulier, très anti-sexe. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? On en parlera ensemble lundi.